Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, je déclare la présente séance du Conseil municipal ouverte. Donc, il y a des absents. Nous avons Stéphane Robert qui a donné un pouvoir à Monsieur Gilles Daniel. Et nous avons Madame Gaëlle Pierre qui a donné un pouvoir à Madame Marion Chevalier. Là, nous avons Perrine Delville et Jean-Patrick Desgaret qui devraient nous rejoindre dans... Je vois Jean-Patrick qui arrive. Je vous propose de nommer un secrétaire de séance en la personne de Vincent Benjamin. Les membres du conseil municipal ont été destinataires des procès-verbaux des séances du 9 et 20 mars 2026 qui accompagnaient la convocation au présent conseil. Avez-vous des remarques à formuler sur l'un ou l'autre des procès-verbaux du 9 et du 20 mars? Donc le 9, ça remonte à quelque temps, le 20 mars, c'était le conseil d'installation. Pas de remarques particulières? Donc je demanderai de bien vouloir approuver les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 9 et 20 mars 2026. Merci. En préambule de ce conseil municipal qui a principalement vocation à désigner nos représentants dans les différentes instances, suite au message qui vous a été adressé hier concernant la composition de la commission de contrôle des listes électorales, je vous remercie de m'indiquer parmi vous, en dehors des adjoints, les volontaires pour faire partie de cette commission qui a vocation à se réunir un minimum une fois par an pour vérifier les inscriptions et radiations des listes électorales. Je transmettrai les noms des 6 élus de la majorité, 3 titulaires et 3 suppléants, et 4 élus de la minorité, 2 titulaires et 2 suppléants, au préfet qui composera la commission par arrêté préfectoral. Donc c'est une commission qui se réunit relativement peu, mais bon, en tous les cas c'est important d'avoir des noms à proposer au préfet. Donc je commence par la majorité. Est-ce que vous pouvez me proposer 6 noms? Merci, Monsieur le maire. Pour la majorité, donc comme titulaire, Philippe Deholou, Catherine Hénino, Yves de Monzé. Et comme suppléant ou suppléante, Patrick Roulet, Vincent Benjamin et Lydie Andrin. C'est noté. Pour la minorité, vous avez des noms à nous proposer? Merci. Donc pour la minorité en titulaire, Marion Diaz, Marie-Pierre Durand et en suppléant, Bruno Delaunay et moi-même. Très merci, on communiquera les noms donc au préfet et on fera un retour sur cette commission qui sera définie par arrêté préfectoral. Délibération numéro 1. Fixation du nombre d'administrateurs du Centre communal d'action sociale. Conformément au Code d'action sociale et des familles, les centres communaux d'action sociale sont administrés par un conseil d'administration comprenant, outre le maire, président de droit, des membres élus en son sein par le conseil municipal et en nombre égal des membres nommés par le maire. Le nombre des membres du conseil municipal est de 4 au minimum et 8 au maximum pour chacune des 2 catégories, élus et membres nommés. Les membres nommés le sont par le maire pour leur action de prévention, d'animation et de développement social. Donc ils comprennent obligatoirement un représentant des associations familiales sur proposition de l'UDAF, un représentant des associations de retraités et des personnes âgées du département, un représentant des associations des personnes handicapées, un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions. Au terme de l'article R. 123.7 du Code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. Je vous propose de fixer à 8 le nombre total des membres du CCAS, 4 administrateurs élus et 4 nommés, outre le maire président de droit. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Houssin. Monsieur le maire, je voudrais intervenir si vous me le permettez. Bien sûr. À travers cette désignation des membres du conseil d'administration du CCAS, il y a plus qu'une simple composition, il y a un signal politique. Jusqu'à présent, le conseil d'administration du CCAS comptait 12 membres, dont 6 élus, avec une représentation de la minorité. Vous faites aujourd'hui le choix de ramener cette composition à 8 membres, dont 4 élus. Nous ne reviendrons pas sur votre refus de permettre à la minorité d'y siéger avec 2 représentants, mais nous espérons que cette réduction d'effectifs ne traduise pas une moindre place accordée à la politique sociale dans notre commune. Cela signifie également que les membres non élus vont être ramenés à 4, ce qui réduit la diversité des initiatives citoyennes représentées.
L'équipe précédente avait fait le choix d'un CCAS réactif, avec une commission permanente pour examiner les demandes d'aide ponctuelles et un budget dédié, permettant d'apporter des réponses rapides à des situations très concrètes. Or, les besoins augmentent et au vu du contexte géopolitique, ils risquent de continuer à augmenter. Les demandes d'aide examinées en commission permanente sont de plus en plus nombreuses, ce qui montre bien que la fragilité sociale progresse. De notre point de vue, il serait catastrophique de ne pas répondre à un besoin dont la réalité n'est désormais plus approuvée. Dans un contexte de hausse des prix de l'essence et plus largement du coût de la vie, alors que les transitions écologiques et énergétiques nous obligent aussi à préparer un monde plus résilient et protecteur pour tous les habitants, nos questions sont simples. Quelle sera la composition du conseil d'administration du CCAS pour les 4 membres non élus? Et en particulier, quelles associations avez-vous retenues pour y être représentées? Et plus globalement, comment votre majorité entend-elle faire du CCAS un véritable outil de réponse aux urgences sociales d'aujourd'hui et aux fragilités de demain? Merci. Tout d'abord, je voudrais dire que l'efficience et l'intérêt du CCAS ne se résume pas à un nombre de personnes, c'est plutôt la compétence qui pour moi est son importance et l'implication. Nous étions présents lors du CCAS avec une personne de notre équipe lors d'une dernière mandature. Voilà, donc je pense que c'est pas le nombre qui compte, c'est l'efficacité. Après, sur la composition des membres non élus, nous regarderons ça avec l'équipe, avec en particulier l'adjointe en charge des affaires sociales. Et nous, bien sûr, si c'est pour vous rassurer, je peux vous dire que c'est un domaine dans lequel on sera omniprésent. C'est important. On l'a vu lors de cette campagne. On a rencontré les Brusoises et les Brusois et on sait les attentes dans ce domaine. Donc, ne vous méprenez pas. On sera très présent sur ce sujet. Pas forcément en nombre, mais en tous les cas, on sera efficace sur ce domaine et c'est quelque chose sur lequel on est très attentif avec l'ensemble de l'équipe. D'autres remarques? Oui. Est-ce que cela veut dire que vous allez maintenir le budget qui avait été créé lors de notre mandat, budget à hauteur d'1 euro par habitant pour la commission permanente? Excusez-moi, oui, j'ai pas entendu, excusez-moi. Je vous demandais en fait si vous alliez maintenir le budget que nous avions mis en place lors de du mandat précédent, le nôtre, qui permettait d'apporter une aide ponctuelle aux personnes qui en avaient besoin. Celui-ci n'existait pas lors de votre mandat à vous, nous l'avons créé lors du nôtre. Est-ce que vous allez le maintenir? Je ne vais pas vous répondre ce soir. En tous les cas, c'est pas maintenir ce qui a forcément été mis en place. Si ça a du sens, on pourra maintenir un certain nombre de dispositifs. Il y en a d'autres qui peuvent, à nos yeux aussi, aller dans la direction de l'action sociale. Pas plus tard que ce matin, j'ai rencontré les services et je souhaite, par exemple, c'est pas un secret, quand je dis je souhaite, nous souhaitons, je suis pas tout seul, et nous l'avons exprimé lors de notre campagne, souhaite remettre en place ce que vous avez arrêté pour des raisons qu'on peut comprendre, c'est sans doute des raisons budgétaires, mais par exemple la capacité à aller enlever des déchets verts chez des personnes âgées. Bon, ça, je pense qu'aussi c'est une action sociale et de proximité près des aînés. Donc ça aussi, c'est une action. Donc ça se résume pas en nombre de personnes actives sur une commission, ça ne se résume pas avec 1 euro. Voilà, ça se résume pas en euros, ça se résume parfois aussi en termes de logistique, en termes d'accompagnement. Donc c'est un ensemble. Nous venons d'arriver, nous aurons à observer tous ces éléments et nous essaierons en tous les cas de montrer qu'on est très sensible et très actif dans ce domaine. Merci. Donc si vous voulez bien, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. À l'unanimité. Délibération numéro 2, élection des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Compte tenu de la délibération que nous venons de prendre, le conseil municipal est tenu d'élire en son sein les membres qui siégeront au conseil d'administration du CCAS dans un délai maximum de 2 mois suivant son renouvellement. Cette élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats suivants lors de présentation sur chaque liste.
Donc vous avez deux listes de représentants qui ont été composées de la manière suivante. Donc président Jean-René Houssin, donc la liste numéro 1, composée de Sylvie de Russard, Vincent Benjamin, Béatrix Hubert, Lydie Andrin. La liste numéro 2, Marie-Pierre Durand, Jean-Baptiste Chevet, Marion Diaz, Philippe Salmon. Et donc je vous invite à glisser votre bulletin dans l'enveloppe afin de procéder au vote. Et on va désigner deux assesseurs, donc un pour la majorité, vous me proposez, assesseur, majorité, Monsieur Philippe Deholou, voilà. Et en minorité, est-ce que Monsieur Philippe Salmon, voilà. Je n'ai pas voté encore. Pour les pouvoirs, il faut peut-être donner une bulletin supplémentaire qui est sur la table, peut-être, non? Pour Monsieur Stéphane Robert, c'est Monsieur Gilles Daniel qui doit voter pour. Je pense que c'est... D'accord. Donc, nombre de votants 33, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 33, un bulletin nul, nombre de suffrages exprimés 32. La liste 1 a obtenu 25 voix et la liste 2, 7. Sont programmés membres du conseil d'administration du CCAS, Madame Sylvie Le Russard, Monsieur Vincent Benjamin, Madame Béatrix Hubert et Madame Marie-Pierre Durand. L'ensemble des délibérations qui portent sur la désignation des représentants dans différentes instances et associations, nous pouvons procéder au vote à main levée si c'est un choix du Conseil à l'unanimité. Je vous propose de valider ce principe et que nous procédions à ces désignations. Si vous ne voyez pas d'objection. Merci. Donc, délibération numéro 3, désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Pour les communes de 3500 habitants et plus, elle est composée du maire, président, ainsi que de 5 membres titulaires et 5 suppléants élus au sein du conseil municipal. Une seule liste ayant été présentée, les nominations prennent effet immédiatement. Il convient donc de procéder à l'élection des membres titulaires et suppléants pour la durée du mandat. Donc, président Jean-René Houssin, il est proposé au conseil municipal les listes de titulaires et de suppléants suivantes. Titulaires, Monsieur André Le Tulzeau, Madame Sylvie Brien, Madame Laure Anne Daron, Monsieur Thomas Delarivière et Madame Gaëlle Pierre. En suppléant, Monsieur Patrick Roulet, Monsieur Gilles Daniel, Monsieur Yves de Monzet, Madame Françoise Loton, Madame Marion Diaz. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Et la CAO est donc composée des membres précédemment désignés. Délibération numéro 4, Finances, Commission de délégation de services publics, élection des membres. Une commission de délégation de services publics, donc DSP, doit être créée lorsque la collectivité confie la gestion d'un service public à un délégataire. Elle est notamment compétente pour analyser les offres et attribuer les contrats de concession. Pour les communes de 3500 habitants et plus, elle est composée du maire, président, ainsi que de 5 membres titulaires et 5 suppléants élus au sein du conseil municipal. Une seule liste ayant été présentée, les nominations prennent effet immédiatement. Il convient donc de procéder à l'élection des membres titulaires et suppléants pour la durée du mandat. Président Jean-René Houssin, il est proposé au conseil municipal les listes de titulaires et de suppléants suivantes. Titulaires, M. André Le Tulzeau, Mme Sylvie Brien, Mme Laure Anne Daron, M. Yves de Monzet et M. Bruno Delaunay.
En suppléant, Monsieur Patrick Roulet, Monsieur Gilles Daniel, Monsieur Philippe Pagès, Madame Françoise Loton et Madame Marion Chevalier. Je vous demanderai de bien vouloir décider de créer une commission de délégation de service public chargée d'attribuer les contrats de concession, constituée de Monsieur le maire ou son représentant et de 5 membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste et de 5 membres suppléants dans les mêmes modalités. Mandater le maire pour signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération. Pas de commentaires. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Et la commission de délégation de service public est donc composée des membres précédemment désignés. La délibération numéro 5. Désignation de 8 délégués à la commission du marché. Chaque commune disposant d'un marché doit constituer une commission paritaire. Cette commission, présidée par le maire ou un adjoint, comprend des représentants du conseil municipal, des commerçants non sédentaires et des commerçants sédentaires de la commune. Conformément aux règles de représentation proportionnelle, il convient de désigner les représentants du conseil municipal au sein de cette commission. Il vous est proposé les candidatures de M. Yves de Monzet, M. Gilles Daniel, Mme Lydie Andrin, Mme Béatrix Hubert, M. Philippe Pagès, Mme Carole Léost, M. Philippe Salmon et Mme Marion Chevalier. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 6. Désignation de 3 délégués au syndicat intercommunal pour l'enseignement de la musique Rive-Sud. Suite à l'élection du maire, le conseil municipal doit désigner ses représentants au sein des différents organismes. Il convient ici de procéder à la désignation de 3 délégués titulaires pour représenter la commune au sein du syndicat intercommunal pour l'enseignement de la musique. Il vous est proposé les candidatures de M. Yves de Monzet, Mme Émilie Viter et M. Philippe Salmon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote contre, pardon, oui, Madame Durand. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Oui, je voulais revenir un petit peu sur cette nomination. Je me permets d'intervenir par rapport à cette désignation et vous faire part de nos réserves. Je reviens un petit peu en arrière. Lorsque nous avons été élus le 16 mars 2020, nous étions à la veille du confinement lié à l'épidémie de Covid. De ce fait, notre installation a été plus tardive. Lors du conseil municipal du 8 juin 2020, nous avons été 3 délégués désignés pour représenter le syndicat intercommunal pour l'enseignement de la musique. À la suite de cela, j'ai été élue présidente du syndicat. Entre ce 16 mars 2020 et ce 8 juin 2020, l'épidémie battait son plein, perturbant les cours et les enseignements. Néanmoins, les enseignants ont cherché des solutions et ont réorganisé leurs cours en visio. Ce ne fut pas simple, pas parfait, mais des propositions ont été faites. Il n'y a pas eu un arrêt total de l'enseignement. À l'époque, nous étions élus, mais du fait du Covid, non installés. Le 7 mai 2020, le président du syndicat de l'époque, M. de Monzet, a envoyé un message à toutes les familles pour les prévenir du remboursement des frais de scolarité entre le 12 mars et le 27 juin 2020. La somme des remboursements s'élevait à plus de 70 000 € et il était prévu que chaque collectivité participe à la hauteur du montant fixé selon la clé de répartition. Le comité syndical n'a pas été réuni pour prendre cette décision. Uniquement le bureau syndical, en visio, pour en prendre connaissance. Nous imaginons la pression de certaines familles pour obtenir un remboursement. Nous comprenons la difficulté du moment, mais les familles ont reçu un courrier du président le 15 mai. Philippe Salmon, le futur maire, n'en a été informé qu'après. Curieuse notion de la transmission entre 2 équipes municipales et de la transparence, même si on peut comprendre l'amertume d'une défaite. Nous aurions dû en être informés à l'époque, être même associés à cette décision, car elle mettait en difficulté les ressources du syndicat et impliquait les communes sans qu'elles soient concertées. Ces notions de transparence, de respect des instances délibérantes
et de loyauté nous semble indispensable. Nous y resterons vigilants. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci. Vote contre? S'abstient? La délibération est adoptée. 27 voix contre 6. Merci. Enfin, 6 abstentions, pardon. 7, pardon. 7, pardon. Non, j'avais pas, oui, pardon. Et délibération numéro 7. Désignation de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants au syndicat intercommunal de la piscine de la Contrie. Le syndicat intercommunal en charge de la gestion de la piscine de la Contrie regroupe 12 communes du territoire: Beaubarré, Bru, Chartres de Bretagne, Chavagne, Cornu, Laillé, Noaillat, Châtillon, Sursèche, Orgères, Pompéan, Saint-Hermel, Saint-Herblon et Verne-sur-Sèche. Conformément à ces statuts, il convient de désigner 2 représentants titulaires et 2 suppléants pour y représenter la commune. Il vous est proposé les conseillers titulaires et suppléants suivants. Titulaire, M. André Lutulzo, Mme Laurent Daron, et suppléant, M. Philippe Deholou et M. Gilles Daniel. Une observation sur... non. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Rapporteur, délibération 8, donc... Désignation des représentants au sein de la conférence d'entente pour la gestion d'un relais petite enfance intercommunal, donc le RPE. Dans le cadre de leur politique en faveur de la petite enfance, les communes de Bru, Laillé et Pompéan ont créé un relais petite enfance intercommunal. Les questions communes sont examinées au sein d'une conférence composée de 2 représentants par commune, désignés par le conseil municipal pour la durée du mandat. Il est demandé au conseil municipal de désigner 2 représentants de la ville de Bru au sein de la conférence d'entente. Il vous est proposé les candidatures de Mme Françoise Auton et de Mme Nathalie Lemosquet. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 9. Désignation des représentants de la ville au sein du collège Pierre Brossolette et du lycée Anita Conti. Conformément au code de l'éducation, la commune doit être représentée au sein des conseils d'administration des collèges et lycées. À la demande des établissements, il convient de désigner de nouveaux représentants pour siéger dans ces instances. Il vous est proposé la candidature de Mme Françoise Auton. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 10. Désignation d'un délégué au conseil d'établissement de la Maison de l'Enfance de Carcé. La Maison de l'Enfance de Carcé, gérée par l'association des BEP Brétil-Armor, accueille des enfants en difficulté familiale ou sociale. Conformément à ces statuts, la commune y est représentée par un délégué au conseil d'établissement. Il vous est proposé la candidature de M. Vincent Benjamin. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11. L'association L'Arche l'Olivier, implantée à Bru, accueille des adultes en situation de handicap au sein de plusieurs structures. Conformément à ces statuts, la commune y est représentée par un délégué. Il vous est proposé la candidature de M. Vincent Benjamin. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 12, désignation d'un représentant au sein de l'Assemblée générale de l'association ASIA. L'association ASIA du Pays de Rennes propose des services d'aide et de soins à domicile et gère des établissements médico-sociaux. Les collectivités territoriales y siègent de droit au sein du collège et collectivités territoriales. Il vous est proposé la candidature de M. Vincent Benjamin. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 13, désignation des représentants au sein de l'association Accueil Accompagnement pour l'emploi Sud-Rennes, canton de Bru, PAE. Les points Accueil Emploi Bru, Chartres, Bretagne et Noaillat, Châtillon-sur-Sèche, gérés par l'association Accueil Accompagnement pour l'emploi Sud-Rennes, offre un service de proximité pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des employeurs. Chaque commune désigne un représentant titulaire et un suppléant. Il vous est proposé la candidature de M. Gilles Daniel, titulaire, et Mme Sylvie Brien, suppléante. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 14, désignation d'un délégué à Relais Emploi. Créée en 1990, l'association Relais Emploi accompagne les personnes en difficulté en leur proposant un suivi social et une activité professionnelle pour faciliter leur insertion. Elle intervient sur 6 communes du Pays de Rennes. Il vous est proposé la candidature de M. Gilles Daniel. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Juste un point, je vérifie quand même, mais non, je pense pas. Je le vérifie parce qu'il y a une délibération où il va falloir avoir je pense, une obligation de déport, mais c'est plus tard. Voilà, plus tard.
Comme mon collègue me posait la question, c'est plus tard. Pardon. Délibération numéro 15. Désignation d'un représentant au sein de l'Assemblée générale de l'association Care Emploi. L'association Care Emploi, créée en 1997 par Relais Emploi, propose des services à domicile afin de développer des emplois de proximité. Ces statuts ont été modifiés pour permettre aux maires ou à leurs représentants de siéger au conseil d'administration. Il vous est proposé la candidature de M. Gilles Daniel. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 16. Désignation de 4 représentants au sein de l'Assemblée générale, association Les 4 saisons, épicerie sociale. L'épicerie Les 4 saisons est à la fois un lieu d'approvisionnement et un espace convivial. Les statuts de l'association prévoient la participation de 4 élus du conseil municipal à l'Assemblée générale. Il vous est proposé les candidatures de Madame Laurent Daron et Monsieur Jérôme de Gaillardon. Madame Sylvie Lorissard et Monsieur Jean-Baptiste Chevet. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 17, désignation de 2 représentants au sein du conseil d'administration, association Les 4 saisons, épicerie sociale. Les statuts de l'association gérant l'épicerie sociale brugeoise prévoient la participation de 2 élus du conseil municipal au conseil d'administration. Il vous est proposé les candidatures de Madame Laure Anne Daron et de Monsieur Jérôme de Gaillardon. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 18, désignation de 4 représentants au sein de l'association L'Escale, centre social de Bru. L'association L'Escale intervient sur tout le territoire brugeois et vise à promouvoir le vivre ensemble, la justice sociale, l'implication citoyenne, ainsi que des projets en faveur de la famille et de la parentalité. Les statuts prévoient que la ville dispose de 2 représentants au sein du conseil d'administration. Il est proposé de désigner les représentants suivants. En titulaire, M. Patrick Roulet, Mme Sylvie Bruyens. En suppléant, Mme Sylvie Lorissard et M. Vincent Benjamin. Pas de commentaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 19. Désignation d'un représentant au sein de l'Assemblée générale de l'association Plan B. L'association Plan B, lauréate de l'appel à projet Nos lieux communs de Rennes Métropole, occupe le manoir de la Nouée pour des activités liées à la transition écologique et à l'implication citoyenne. Les statuts de l'association prévoient la participation d'1 à 2 élus du conseil municipal au collège membres de droit du conseil d'administration à voix consultative. Il est proposé de désigner M. Patrick Roulet et Mme Laurent Daron comme représentants de la ville de Bru au sein de ce collège. Pas de commentaire. Qui vote? Pardon. Madame Chevalier? Oui. Tout à fait, merci. Monsieur le maire, nous profitons de cette délibération pour prendre 2 minutes et clarifier ensemble certaines choses concernant le projet au manoir de la Nouée. Il y a aujourd'hui beaucoup de confusion, parfois des approximations, peut-être quelques effets d'annonce que nous avons envie d'éclaircir avec vous. Toujours est-il que dernièrement, dans certaines interviews dans les médias locaux, vous évoquez pêle-mêle votre opposition à la guinguette et votre intention de rediscuter du projet avec les acteurs de l'association Plan B. D'abord, il nous paraît important de bien distinguer les 2 sujets dont on parle souvent de manière un peu trop mêlée. Plan B n'est pas la guinguette de l'été et la guinguette de l'été n'est pas l'association Plan B. La première porte un projet de tiers-lieu et de bar associatif au manoir de la Nouée, pensé comme un espace de coopération, de convivialité, de réparation, d'échange et d'action en faveur des transitions écologiques et sociales. La seconde, elle, relève d'une convention distincte conclue entre la ville et un autre opérateur sur une période limitée à la saison estivale. Il semble également important de rappeler que le projet Plan B n'est pas né dans l'urgence ni dans un quelconque secret. Il a été travaillé depuis plusieurs années par les Brusoises et les Brusois dans un cadre associatif et citoyen, avec des bénévoles, des associations partenaires et une validation dans le cadre du projet participatif métropolitain Nos lieux communs, pour lequel, rappelons-le, ce projet a remporté la plus forte adhésion du territoire. Et c'est précisément cette construction progressive qui lui donne sa consistance et sa légitimité. Il ne s'agit donc pas d'un objet posé artificiellement sur la table, mais d'un projet mûri, discuté et partagé. À ce titre, il nous semble utile de rappeler que le manoir de la Nouée n'est pas un lieu quelconque. C'est un site patrimonial, chargé d'histoire, qui fait partie de l'identité brusoise, à laquelle nous savons d'ailleurs que vous êtes particulièrement attachés. Lorsqu'un lieu comme celui-ci retrouve une activité, une présence, une vie collective, ce n'est pas seulement un projet qui se met en place, c'est aussi un morceau de ville qui se réouvre à ses habitants. Un lieu comme celui-ci peut devenir un espace de rencontre, de lien et d'appropriation pour le plus grand nombre. C'est aussi cela, à nos yeux, l'intérêt général,
faire vivre le patrimoine au service du plus grand nombre et non le laisser en marge de la vie quotidienne. Sur les questions de commerce, nous pensons qu'il faut rester mesuré pour ne pas déplacer le débat sur un terrain qui n'est pas le bon à ce stade. L'essentiel n'est pas d'opposer les activités entre elles, mais de permettre leur coexistence dans de bonnes conditions. Un projet associatif ne relève pas de la même logique qu'un commerce classique, et il peut aussi contribuer à l'animation d'un quartier, à la diversité des usages et à l'attractivité du lieu. C'est d'ailleurs souvent dans cette complémentarité que réside la richesse d'un centre-ville vivant. Ce que nous souhaitons surtout, c'est que ce projet puisse avancer sereinement. Il a été construit patiemment avec des habitants, des associations, des bénévoles qui s'y sont investis avec sérieux. À ce stade, il nous paraît important de ne pas fragiliser cette dynamique par des signaux contradictoires et des débats périphériques. Ce qui compte maintenant, c'est de permettre à cette initiative de se structurer et de fonctionner dans de bonnes conditions avec clarté, confiance et respect mutuel. Enfin, ce soir, nous désignons 2 membres de votre majorité pour participer à l'élaboration du projet de l'association Plan B. Et nous espérons qu'ils auront pleinement conscience du rôle qui sera le leur. Non pas de reprendre la main sur une dynamique citoyenne, mais d'accompagner une association naissante, faciliter sa mise en œuvre, écouter ses besoins et contribuer à la réussite d'un projet d'intérêt général. Et c'est dans cet esprit de dialogue, de confiance et de responsabilité que nous souhaitons vous voir avancer. Je vous remercie. Merci, Madame Chevalier. Pardon. Non, juste un point, quand vous parlez d'approximation, de contradiction, je voudrais juste apporter un éclairage. Vous avez effectivement évoqué le tiers-lieu et puis ainsi que la guinguette. On n'est pas non plus des idiots. Enfin, on était au conseil municipal, on sait ce que c'est que le tiers-lieu, et on sait aussi l'engagement de la ville sur 5 ans, et on sait que la guinguette, on est sur un temps différent, c'est sur 2 ans. Voilà, c'est bien 2 choses différentes, on ne mélange pas les deux, on ne fait pas de contradiction sur les deux, on a bien compris la signification de l'un et de l'autre. Vous évoquez aussi le travail qui a été accompli. Nous, on va bien sûr être très attentifs à ce qui se passe dans ce lieu. Vous connaissiez notre position sur l'emplacement de la guinguette. Bon, voilà, on s'est exprimé dans ce lieu, d'ailleurs, au conseil municipal. On a eu l'occasion, pendant la campagne, d'évoquer ce point-là. Mais l'essentiel, et ça je vous rejoins, sur un lieu comme celui-ci, un lieu emblématique de la ville, le travail qui a été accompli, le travail qui peut être encore accompli et encore développé, a tout son sens et correspond aussi à une cohésion sociale, à un environnement où on sait qu'un bon nombre de Brugeoises et de Brugeoises peuvent venir dans cet environnement l'été et puis à partir de l'ouverture qui aura lieu le 10 avril. Je rappelle qu'on avait quelques petites difficultés pour l'ouverture. On a tout fait avec les services pour que cette ouverture le 10 avril soit maintenue. Donc voilà, pas de procès d'intention. Voilà, on a quelques éléments qu'on avait évoqués autour de la guinguette, considérant que c'était pas forcément le lieu le plus adapté, mais en aucun cas on remet en cause le travail et toute la mission qui sera accomplie autour de Plan B, de ce tiers-lieu qui correspond à une attente des Brugeoises et des Brugeois. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce point-là. Et nos deux élus seront également, je pense, en tous les cas, bien accueillis au sein de la structure pour travailler de concert sur le projet de Plan B. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Oui, dans l'ensemble, effectivement. C'est plutôt cette question de guinguette et association. Pour le coup, oui. Comme vous le soulignez, ce sont 2 choses bien distinctes. Exactement. On parle de 2 mois pour une guinguette et c'est à la main de la ville. L'association n'a pas de discussion. Non, mais sur le même lieu. En fait, les 2 étant sur le même lieu, alors, il peut y avoir parfois un sentiment d'approximation. Exactement. D'où le fait de vous poser la question ce soir. Non, tout à fait. Non, mais on dissocie bien les 2, même si voilà, les 2 sont en lien et sur un côté éphémère pour la guinguette et c'est moins vrai pour le. Nous sommes bien d'accord. Pour le tiers-lieu, voilà. Merci. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire de la guinguette cet été ? Ah non, mais la guinguette, on n'a aucunement l'intention de la déplacer. Enfin, elle est prévue pour cet été. Comme bon nombre de décisions que vous avez pu prendre, voilà, on n'arrive pas aux affaires pour dire tout ce qui a été fait précédemment. Quand bien même on était, en tous les cas, on l'a exprimé, on considère que le lieu n'est pas le plus adapté.
Enfin, je trouve que ça serait malvenu. On a un travail à faire sur beaucoup d'autres dossiers, Quand quelque chose est établi et que ça, enfin, je pense que ça a été le cas, on l'a observé la dernière fois, ça fonctionne. Enfin, il y a des gens qui y participent, qui ont plaisir à s'y rendre. Donc voilà, simplement, nous, on a peut-être une réflexion. On aimerait la voir comme on voit des guinguettes, que ce soit à béton, qu'on les voit sur M, enfin le M sur Rennes, voilà, autour d'un bord de l'eau, ça pourrait être sympathique. Je sais que si vous aviez eu des difficultés pour le programmer lors de il y a 3 ou 4 ans, je sais plus exactement. Mais voilà, donc c'est ça notre réflexion. La réflexion aussi qui consistait à dire qu'il y avait sans doute un peu de, et ça il faut qu'on le surveille, il y a effectivement un peu de concurrence malgré tout autour des établissements brugeois à proximité. Bon, certains considèrent, il y a juste raison pour certains établissements, c'est pas la même clientèle. Maintenant, après, il faut qu'on soit vigilant sur les aspects concurrentiels, et puis voilà, mais c'est tout. Donc, aucune intention de remettre en cause la guinguette pour cette année, en tous les cas. Voilà. Ok, donc qui vote? Alors non, je reviens sur la désignation donc des 2 représentants. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 20. Donc là, il y a une obligation de déport. Je vais inviter Monsieur Deguerret à sortir. Enfin voilà. Tu reviens hein, après la délibération. Donc parce qu'il s'agit donc de la désignation d'un représentant aux assemblées générales et à l'assemblée spéciale des collectivités actionnaires de la SPLA Territoire Public. La ville de Bru, actionnaire de la SPLA Territoire Public, doit désigner ses représentants dans les instances de la SPLA à la suite du renouvellement des assemblées délibérantes des communes. Il est proposé de désigner M. Jean-Patrick Deguerret, représentant au sein de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires de la SPLA Territoire Public, et de l'autoriser à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée, notamment celle de représentant de cette Assemblée au conseil d'administration de la SPLA ou celle de censeur, et de désigner en tant que représentant au sein des assemblées générales de la SPLA Territoire Public. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Jean-Patrick, tu peux rentrer. Je ne sais pas s'il entend, mais tu peux le chercher. Alors là, je vais demander une obligation de déport pour Monsieur Thomas de la Rivière, Madame Sylvie Brien, Monsieur Philippe Daulou et Monsieur Bruno Delaunay. Puisque nous allons désigner des représentants au sein des instances, Assemblée générale et Conseil d'administration de la SPLS, nouvel objectif service. Il y en a un qui est à l'extérieur, les autres sont à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, bon. C'est un peu de formalisme. La SPLS, nouvel objectif service NOS, donc le siège est à Saint-Grégoire, assure la gestion et l'entretien d'équipements publics ainsi que la fourniture de services pour les communes actionnaires sur leur territoire. Les statuts de la SPLS NOS prévoient les représentations de la ville de Bru de la manière suivante. Un représentant titulaire au sein de son assemblée générale des actionnaires. Il vous est proposé la candidature de M. Thomas de la Rivière et 4 administrateurs, 3 représentants de la majorité et 1 de la minorité. Au sein du conseil d'administration, il vous est proposé les candidatures de M. Thomas de la Rivière, Mme Sylvie Brien, M. Philippe Daulou et M. Bruno Delaunay. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci de faire revenir nos 4 collègues pour la suite. Délibération numéro 22. Désignation d'un délégué au Comité national d'action sociale, le CNAS. Le CNAS, créé en 1967, propose des prestations visant à améliorer les conditions des agents de la fonction publique territoriale. La ville de Bru, en tant qu'adhérente, doit signer un délégué titulaire parmi les membres du conseil municipal. Il vous est proposé la candidature de Mme Sylvie Brien. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 23. Désignation du représentant de la ville au sein de la SCIC Nourrir l'avenir. Par délibération du 26 avril 2021, la ville de Bru est entrée au capital de la SCIC Nourrir l'avenir, qui fédère différents acteurs autour de la restauration collective comme levier pour répondre aux enjeux écologiques, sociaux, économiques et sanitaires. Conformément au statut de la SCIC, il convient de désigner un représentant de la collectivité au sein de celle-ci. Il vous est proposé de désigner M. Patrick Roulet en tant que représentant de la ville. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 24. Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale Réseco. La ville de Bru est amenée à désigner un représentant pour siéger au sein de l'association Réseco
pour réseau responsable économique et écologique. La ville de Bruy doit désigner un binôme référent politique, référent technique, qui représentera la structure au sein de Réseco. Afin d'assurer une continuité au sein de l'association, il est proposé que la ville de Bruy désigne 2 référents politiques. Monsieur Gilles Daniel, référent politique en charge de la vie économique en tant que référent principal. Monsieur Patrick Roulet, référent politique en charge de la transition écologique en tant que référent suppléant. Un agent du service finance commande public sera également désigné par arrêté du maire. Voilà pour cette assemblée générale de Réseco. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 25, proposition de commissaire, commission intercommunale, impôts directs. L'article 1650A du Code général des impôts prévoit la création d'une commission intercommunale des impôts directs au sein de chaque EPCI soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique. La CID donne notamment son avis sur les coefficients de localisation et est informée des modifications de la valeur locative des établissements industriels. Elle est composée du président de l'EPCI ou d'un vice-président délégué et de 10 commissaires auxquels s'ajoutent 10 suppléants. Donc les commissaires et leurs suppléants sont désignés par le directeur départemental des finances. Voilà, public à partir d'une liste dressée par l'organe délibérant de l'EPCI. Sur proposition des communes membres, les désignations doivent garantir une représentation équilibrée des contribuables imposés à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises. Pour constituer cette commission, chaque commune Rennes Métropole peut proposer jusqu'à 3 contribuables remplissant les conditions légales, nationalité française ou européenne, majorité droit et civique, inscription fiscale locale et connaissances suffisantes. Je vous propose de valider la liste suivante de 3 candidats pour figurer sur la liste des 20 commissaires titulaires et des 20 commissaires suppléants à établir par Rennes Métropole en vue de la constitution de la commission intercommunale des impôts directs. Donc là, vous avez donc sur votre document les noms et prénoms de chaque candidat. Donc Monsieur Adjar Naoufal, Madame Kolio Wenemi et Monsieur Rapilly François. Donc avec leur adresse mail ainsi que la référence sur taxes locales et taxes foncières et cotisations foncières et taxes d'habitation. Donc vous avez les différentes personnes qui sont donc nommées. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 26, désignation des référents déontologues élus locaux. Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux lois relatives à la transparence et au statut de l'élu local, il est proposé de désigner les référents déontologues pour la ville de Bruy. Ces référents, choisis parmi des personnalités qualifiées, exerceront leur mission en toute indépendance, impartialité et autonomie pour prévenir et examiner les conflits d'intérêts, conseiller les élus sur le respect des principes déontologiques. Ils peuvent être saisis par tout conseiller municipal et par le maire ou le directeur général des services et toute information transmise sont confidentielles. Ils tiennent un registre de consultation et établissent un rapport biannuel ainsi qu'un rapport final à l'issue de leur mandat. La ville met à leur disposition les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission et prévoit une indemnisation de 80 € par dossier traité ainsi que le remboursement des frais exposés. Il vous est proposé de désigner Monsieur Dominique Couturier, magistrat honoraire et ancien président du tribunal judiciaire de Rennes, et Monsieur Jean-Éric Giquel, professeur de droit public à l'Université de Rennes 1, en qualité de référent déontologue pour la ville de Bruy, pour la durée du mandat municipal. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 27, désignation du correspondant défense. La fonction de correspondant défense créée par la circulaire du 26 octobre 2001 vise à développer le lien armée-nation et à promouvoir l'esprit de défense. Chaque commune doit désigner un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Ces missions portent sur la politique de défense, le parcours citoyen ainsi que la mémoire et le patrimoine. Il constitue l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires et relaie les informations relatives à la défense auprès du conseil municipal et des habitants en orientant, si nécessaire, vers les relais professionnels compétents. Il vous est proposé au conseil municipal de désigner comme correspondant défense Monsieur Philippe Pagès. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 28, qui consiste donc à la désignation des commissions communales, conformément à l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut constituer des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. Ces commissions sont convoquées par le maire, qui en est président de droit. Lors de leur première réunion, elles désignent un vice-président pouvant les présider en cas d'absence ou d'empêchement du maire. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des commissions doit respecter la représentation proportionnelle afin de garantir l'expression pluraliste des élus. Il est donc proposé au conseil municipal de créer 8 commissions communales. Une commission urbanisme aménagement, une commission ressources humaines finances, une commission vie économique, une commission éducation enfance jeunesse, une commission communication animation,
une commission transition écologique, mobilité, une commission affaires sociales, solidarité et une commission culture, vie associative et sportive. Et vous avez donc sur votre document de la délibération l'ensemble des élus qui composent ces 8 commissions. Commentaires? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Et je donne la parole à Madame Brien, rapporteure de la délibération numéro 29. Donc là, je vais être obligée de vous mettre... Oui, vous m'entendez. Je vais être obligée de vous lire toute la délibération. Ce ne sera peut-être pas le cas à chaque fois, mais là, la première fois. Donc, conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Toutefois, il peut déléguer au maire certaines décisions qui nécessiteraient normalement une délibération du Conseil afin de simplifier et d'accélérer leur exécution. Et le maire rend trimestriellement au Conseil municipal des décisions prises dans le cadre de ces délégations. Je vous propose de donner à Monsieur le maire les 12 délégations suivantes. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget dans la limite de 214 000 € hors taxes pour les marchés de fournitures et de services et de 500 000 € hors taxes pour les marchés de travaux. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. De créer et modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De décider de l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. De fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits en absence du maire à un adjoint et après accord écrit du maire à l'établissement public foncier de Bretagne et à Rennes Métropole. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, de demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions, quel que soit leur montant ou leur objet, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au numéro de l'article du Code de l'environnement et enfin d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article du CGCT. Je vous demanderai de bien vouloir donner délégation au maire et autoriser la subdélégation à un conseiller municipal adjoint ou délégué dans le cadre d'une éventuelle suppléance, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, un adjoint dans l'ordre du tableau. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Et je donne la parole à Monsieur Lutulzo, rapporteur de la délibération numéro 30. Merci. Délégation du conseil municipal donnée au maire pour le recours à l'emprunt. Conformément aux articles L 2122, 22 et 23, L 1618-2 et R 1618-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est invité à donner délégation au maire pour les domaines suivants. Premier domaine, les emprunts. Le maire pourra, pendant toute la durée de son mandat, contracter des emprunts pour financer les investissements du budget dans la limite de 5 millions d'euros par an et passer tous les actes nécessaires. Ces emprunts pourront être à court terme, moyen ou long terme, en euros, à taux fixe ou indexés, avec des modalités de remboursement modulables et la possibilité de conclure des avenants. Deuxième domaine, l'ouverture des crédits de trésorerie. Le maire pourra souscrire des crédits de trésorerie d'une durée maximale de 12 mois, dans la limite de 4 millions d'euros par an, à un taux conforme aux dispositions légales et utilisant des index tels que l'Eonia, le T4M, le Ribor ou un taux fixe. Article 3, la gestion des emprunts. Le maire pourra réaliser toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts, notamment le remboursement anticipé et le refinancement, ainsi que tout acte nécessaire à leur bonne exécution.
Article 4, information du Conseil. Le maire rendra compte au Conseil municipal de l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre de cette délégation, conformément à l'article L 2122-23 du CGCT. Je vous demande de bien vouloir donner délégation au maire concernant les emprunts et la ligne de trésorerie dans les conditions que nous venons d'énumérer et autoriser la subdélégation à un conseiller municipal adjoint ou délégué dans le cadre d'une éventuelle suppléance, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire à un adjoint dans l'ordre du tableau. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je donne la parole à Madame Brien, rapporteure de la délibération numéro 31. La délibération porte sur les indemnités de fonction des élus. Donc là, pareil, je vais être obligée de vous la lire entièrement. Donc, fixation et répartition de l'enveloppe indemnitaire globale. Considérant que la commune compte 20 113 habitants, qui est la population totale authentifiée avant le dernier renouvellement général du conseil municipal. Considérant que si par principe les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leurs charges publiques. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus pour l'exercice de leurs fonctions dans les limites des taux fixés par la loi, considérant que le taux de l'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 90% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant que le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint est fixé à 33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant que l'indemnité de fonction des simples conseillers municipaux ne peut être supérieure à 6% de l'indice brut terminal de l'indice indiciaire de la fonction publique et doit s'inscrire dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, que dans ces mêmes communes, les conseillers municipaux titulaires d'une délégation de fonction peuvent bénéficier d'indemnités de fonction au titre de cette délégation, toujours dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, et que ces indemnités octroyées aux simples conseillers ou au titre d'une délégation de fonction ne peuvent pas se cumuler. Considérant enfin que l'enveloppe indemnitaire globale est composée du montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints réellement en exercice, il est proposé au conseil municipal de calculer dans un premier temps l'enveloppe indemnitaire globale autorisée et dans un second temps de fixer et de répartir l'enveloppe entre les élus dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale ainsi calculée. Donc, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de l'enveloppe globale maximale composée de l'indemnité maximale du maire, plus les indemnités maximales des adjoints en exercice autorisés à. Donc, l'indemnité du maire, le taux maximal est 90%, l'indemnité des adjoints ayant reçu délégation, 33%. Bon, je vais pas vous avez tous eu le montant des indemnités. Donc 90% pour le maire, 20% pour le premier adjoint et 19% pour les adjoints suivants. Le premier conseiller délégué 13,95%, du deuxième au 11e conseiller municipal délégué 5,93% et les 12 conseillers municipaux 3%. Rappelez que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice et versées mensuellement à compter du 20 mars 2026, date d'installation du conseil municipal pour le maire, et dès que la présente délibération fixant les indemnités est exécutoire pour les adjoints, conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux. Le salon. Une intervention, monsieur le maire. Commençons d'abord pour un point que ici personne ne conteste. Effectivement, il est normal que les élus perçoivent des indemnités. L'exercice d'un mandat municipal exige du temps, de la disponibilité et des responsabilités réelles. Ce principe, je l'ai toujours reconnu, et vous le reconnaissez également en mobilisant l'intégralité de l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet. Mais mon intervention ne porte pas sur le principe, elle porte sur le montant et leur répartition. Et à travers cette répartition, sur la manière dont vous semblez vouloir concevoir l'exercice du pouvoir. Car les chiffres parlent d'eux-mêmes. 5 076 € bruts mensuels pour le maire, 1 200 € pour la première adjointe,
un peu plus de 1100 € pour les autres adjoints, 850 € pour un seul conseiller délégué, 361 € pour la plupart des autres et 123 € pour les simples conseillers. L'écart ne se compte pas en pourcentage, mais bien en milliers d'euros chaque mois. C'est un choix politique fort et il est tout sauf anodin. Cette architecture des indemnités révèle une concentration des moyens sur votre seule personne. Vous vous fixez à 90% du plafond possible, quand la première adjointe est à 20% et la majorité des autres élus à moins de 6. Ces ratios ne disent pas seulement qui a un titre, ils disent qui dispose du temps, des ressources et de la reconnaissance nécessaires pour réellement exercer ses responsabilités. Et à vous entendre, il semblerait qu'au fond, en tout cas à lire ces indemnités, tableaux d'indemnités, il semblerait qu'au fond, une seule personne soit mise en capacité de faire pleinement ses missions, vous-même. Dès lors, une question se pose, et on vous la pose ce soir, une équipe municipale peut-elle fonctionner correctement si la quasi-totalité des moyens humains et financiers est concentrée sur une seule fonction? Est-ce un travail collectif ou une gouvernance très centralisée autour du maire, avec quelques délégations de second rang? Cette logique se retrouve jusque dans les différences entre les conseillers délégués, 850 € pour l'un, 361 € pour les autres. Quelle différence de charge ou de responsabilité vient justifier un tel écart? Là encore, la cohérence manque. Et l'impression qui domine est celle d'un pouvoir pyramidal, où les moyens reflètent plus la hiérarchie du pouvoir plutôt que la répartition des missions. Je viens à un point qui me concerne directement, parce que je n'oublie pas que lorsque j'ai été élu maire, vous et vos colistiers avez choisi d'attaquer le niveau de mon indemnité. Il avait été question à l'époque d'exemplarité, de sobriété, de vertu et de pratiques responsables. Et chacun se souvient du ton ferme et offensif adopté pour dénoncer un prétendu niveau inédit. Or, la réalité est simple. L'indemnité que vous accordez aujourd'hui est de loin bien supérieure à celle que nous nous étions fixée pour le rôle que j'occupais alors. Cette comparaison n'a rien de polémique. Elle rappelle juste qu'on ne peut pas défendre un principe hier et faire exactement l'inverse aujourd'hui, sans explication. Comment justifiez-vous un tel revirement? Où est la cohérence politique et morale? Car derrière les chiffres, c'est la question de la crédibilité qui se pose. Rappelons que nous ne parlons pas ici de rémunération privée, mais bien d'indemnité de fonction et d'argent public. Et en matière d'argent public, l'exigence de transparence doit être totale. C'est pourquoi nous demandons la publication claire et actualisée de l'ensemble des indemnités perçues par les élus, toutes fonctions et mandats confondus. C'est un impératif démocratique élémentaire. Notre propos n'est pas personnel. Il cherche simplement à clarifier votre position devant les Brusoises et les Brusois, le choix de la gouvernance centralisée que vous vous prêtez à appliquer. Cette gouvernance n'aurait pas été notre choix, comme elle n'a pas été pendant notre mandat, mais plutôt celle d'une gouvernance partagée, où chaque élu est mis en capacité morale et financière d'exercer son mandat. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires sur le sujet? Moi, juste un élément pour éclairer ce que vous n'avez pas dit, Monsieur Salmon, c'est que nous sommes passés. Alors ça, c'est vrai. Il y a des seuils, et nous étions lors de votre mandature sur un seuil inférieur à 20 000 habitants. Nous avons passé le seuil de 20 000. Et effectivement, l'enveloppe indemnitaire est supérieure. Voilà. Donc, mais je n'ai pas à me justifier. J'en ai bien conscience, mais c'est plutôt l'écart entre vous et les autres qui pose question. Écoutez, ça, on le gère entre nous. Merci. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà. La délibération est adoptée. 26 contre 27. Voilà. 7 abstentions.
Je donne la parole à Madame Brien pour la délibération numéro 32. Donc, qui concerne les indemnités de fonction des élus, fixation après les majorations. Donc, considérant que la commune est chef-lieu de canton, considérant qu'au cours de l'un au moins des 3 exercices précédents, la commune a été attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, considérant qu'après avoir voté le montant des indemnités de fonction dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale, le conseil municipal se prononce sur l'application des majorations. Donc, il est proposé au conseil municipal de calculer les majorations suivantes auxquelles peuvent prétendre le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués. Donc, le calcul se fait pour la majoration des indemnités liées à la DSU. Le calcul est le taux maximal de la strate supérieure multiplié par le taux réellement voté et divisé par le taux maximal de la strate initiale. Ensuite, il y a une application de la majoration chef-lieu de canton qui est de 15%. Donc, il est proposé au conseil municipal de décider que les indemnités réellement octroyées aux maires, aux adjoints, aux conseillers municipaux délégués après application des majorations au titre de la DSU pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués et chef-lieu de canton pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués sont fixées à, donc le maire à 123,50%, 29,67% pour le premier adjoint, les autres adjoints 28,18%, le premier conseiller délégué 20,69%, du deuxième au 11e conseiller municipal délégué 8,80% et du premier conseiller municipal au 12e conseiller municipal 3%. Sans majoration. Autoriser le versement des indemnités du maire à compter de la date d'installation du conseil municipal pour le maire, d'autoriser le versement des indemnités des adjoints, des conseillers municipaux délégués et des conseillers municipaux dès que la présente délibération fixant les indemnités est exécutoire, d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal et d'annexer à la présente délibération le tableau récapitulatif de l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. Donc vous avez le tableau qui figure derrière cette délibération. Donc peut-être juste la fin de population, donc 20 113 habitants, indemnité maximale autorisée 15 907, totaux sans les majorations 15 260 et totaux avec les majorations 21 510. Donc je vous demanderai qui vote contre, qui s'abstient, 7. Okay. La délibération est adoptée, 26 voix contre 7. Je donne la parole à Madame Brien pour la délibération numéro 33. Alors, il s'agit de suppression et création de postes à modification du tableau des effectifs. Donc, également, comme c'est le premier conseil, je vous lirai la délibération entièrement. Je crois que les prochains conseils, je ferai une petite synthèse des délibérations. Considérant la mutation d'un agent titulaire, régisseur général à temps complet au sein du centre culturel du Grand Logis, la mutation d'un agent titulaire cuisinier à temps complet au sein du service restauration et le départ en retraite d'un agent titulaire jardinier à temps complet au sein du service espace vert, et la vacance des postes permanents correspondants, il convient de procéder à leur remplacement afin d'assurer la continuité du service public. Donc, il est précisé que le poste de régisseur, son du spectacle vivant et de la production multimédia requiert des compétences techniques spécifiques et une expérience confirmée, notamment en matière de sécurité, de gestion d'équipements techniques et de conformité réglementaire. Donc, conformément aux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique et dans le respect du principe d'égalité d'accès aux emplois publics, le recours des agents contractuels est possible. Donc, il est proposé au conseil municipal, à compter du 9 avril 2026, de bien vouloir créer un poste relevant du cadre d'emploi des techniciens à temps complet, régisseurs son au Grand Logis, de créer 2 postes relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques à temps complet pour la restauration et les espaces verts, et de supprimer un poste de technicien à temps complet suite à la mutation du régisseur et de supprimer un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet suite à la mutation du cuisinier et de supprimer un poste d'agent de maîtrise à temps complet suite au départ en retraite de l'agent des espaces verts. Votre commentaire, qui vote contre cette délibération, qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, je clôture cette séance du conseil municipal. Je vous remercie. Excellente soirée.